Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, on est ravis, les vraies voix, de vous retrouver. Philippe Bilger, ça fait 18 ans qu'il fait de la radio, il a toujours pas compris qu'on doit appuyer sur un bouton rouge. C'est la première fois que j'ai des boutons rouge, bouton vert. Mais c'est pas possible. J'ai eu des boutons à 16 ans. Vous avez été un avocat général extraordinaire. Rémi André, vous n'avez pas de micro non plus. Votre micro n'est pas ouvert. Votre micro, ouvert. Puis-je me faire l'avocat de la défense, puisqu'il avait une feuille sur toute la partie technique, console. Il ne pouvait pas voir Mais qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ce truc pour Philippe Bilger? Ils vont au secours de la faiblesse. Oui, c'est ça que je vous qualifie tout à fait de faible. Allez les amis, en tout cas on est ravis de vous retrouver, cette belle équipe dans un instant que l'on vous propose, bien entendu, 0826 300 300. C'est le numéro de téléphone, ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous savez, quand je vois Rémi André faire la météo, il fait ça avec une légèreté, comme quand vous ouvrez un paquet de palmito. Je l'adore. Vous balancez, d'accord. Okay. Non, mais ce Rémi André, c'est quand même une star de la météo, on peut quand même le dire. Il est exceptionnel, c'est pas d'âme. Vous avez compris que Cécile aime les palmitos. Oh là là, mon Dieu. Elle n'est pas la seule. Non, mais oui, c'est ce qu'on partage au moins ça avec Philippe Bilger. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et nous retrouverez sur toute cette plateforme d'opinion un petit peu partout. En tout cas, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, 57% des Français pensent que Marine Le Pen la pense sincère quant à sa participation à la marche contre l'antisémitisme. Selon le même sondage Elab, 6 Français sur 10 voient dans le RN un parti comme les autres. Le Rassemblement national a dit oui aux rencontres de Saint-Denis au président Macron, contrairement à LR, au PS et à LFI qui ont décidé de boycotter, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le RN a définitivement rompu avec son passé? Est-il devenu un parti normal, un parti du système, un parti comme les autres? Et est-ce que la stratégie de dédiabolisation est terminée? Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, venez nous donner votre avis. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, à la question, le RN est-il toujours un parti d'extrême droite? Vous dites non à 80%. Et puis Guillaume Bernard viendra nous en parler, politologue, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desclés de Brouwer. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, comme chaque jour, c'est reparti pour 10 ans du glyphosate. La Commission européenne renouvelle l'autorisation de l'herbicide. Le vote des États n'a pas permis de dégager de consensus. La France fait partie des pays qui se sont abstenus sur le sujet, classé cancérogène probable par l'OMS selon les instances européennes. Le glyphosate ne présente pas un niveau de risque suffisant pour justifier une interdiction, Philippe. Et pourquoi, à votre avis, la France s'est-elle abstenue lors du vote sur le glyphosate? Est-ce que pour vous, il y a eu, vous êtes agriculteur, une alternative au glyphosate? Est-ce qu'un usage contrôlé du glyphosate peut limiter ses effets? Reconduction pour 10 ans du glyphosate, la France est abstenue. Elle a bien fait, vous dites oui à 10%, elle aurait dû voter pour à 23%, elle aurait dû voter contre à 67%. Vous êtes agriculteur, vous connaissez bien le glyphosate, vous avez travaillé dessus, appelez-nous au 0826 300 300. Et notre invité expert pour en parler, Jean-François Lamassé, sera avec nous, administrateur à l'Association Générale des Producteurs de Blé Français. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Vous les avez entendus tout à l'heure, parce qu'ils sont assez bruyants, surtout le mercredi, le mardi, le jeudi, et on se demande pourquoi. Oui. Et j'ai une idée de réponse, j'ai une piste. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Merci d'être quotidiennement avec nous, et on est ravis d'accueillir Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir, le ravi est peut-être de trop, mais on accueille Françoise Degois. Non mais jeudi pour les gens comme tous les mardis et les jeudis. Donc vous reprenez la phrase de Cécile précédente et vous comprenez qui est visé. Autour de cette table, c'est moi. Et bien tant pis. Voilà. Je ne lâcherai jamais l'honneur d'être une cible, comme dirait Cyrano de Bergerac. Vous êtes là. Et vous êtes notre cible du cœur, Françoise. Je vous aime. Sébastien, au cœur de cible également. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech comme chaque jeudi. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oh oui. Et vous avez acheté des vêtements ces derniers temps? Mais là, toujours très chic, costume 3 pièces, superbe cravate. Mais il est très macroniste en fait. Emmanuel Macron met 3 pièces, il met 3 pièces. Emmanuel Macron va enlever 3 pièces, il mettra 2 pièces. Non, Emmanuel Macron viendra en caleçon, il viendra en caleçon. Non. C'est pas tout à fait ça, mais je fais partie de ces entrepreneurs qui, malgré les difficultés, parce qu'il y en a, elles sont fort nombreuses, créent des synergies et lèvent de l'argent, etc. Donc il faut quand même être au niveau des interlocuteurs. Exactement. Voilà, vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'il est sérieux?
Oui, c'est pas comme nous. Non, mais il est un peu enroué, surtout. Il est sérieux, mais dans la vie, il est un peu déconnant quand même. C'est-à-dire, vous avez levé de l'argent où exactement? J'allais vous en parler. Eh bien, écoutez, François, c'est très clair. Il a pris sa carte bleue, il est allé à la BNP, il a pris 100 balles. C'est facile. 0826 300 300. Frédéric de Blagnac est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir tout le monde. Vous allez nous parler de quoi dans quelques instants? Eh bien, écoutez, un sujet assez passionnant. Sommes-nous en train d'assister à la mise à mort de l'immobilier sans réagir? Sacré sujet. Vous restez avec nous, on en parle dans un instant. En attendant, vous nous laissez des messages au 0826 300 300 qui sont parfois des messages d'amour. Écoutez. Oui, bonjour, Madame de Millibus. Je veux remercier encore les paroles, les propos de Monsieur Biguer, que vous écoutez souvent avec vous. Je tenais à le remercier. Ce monsieur est un sage parmi les sages. Jamais entendu des paroles aussi claires ce matin. Je zappais, je suis tombé sur lui sur CNews. Franchement, il irradie de sagesse, ce monsieur. Voilà. S'il y avait un prix à donner à cet homme-là, c'est parfait. Franchement, c'est un monsieur très intelligent et j'adore ses propos. Voilà. Si vous pouviez lui soumettre, voilà. Et voilà, quoi. Je vous remercie beaucoup. Quoi. Et puis même vos émissions à vous, en général, c'est toujours le top. Merci beaucoup. Voilà, le message combien avez-vous touché? Je suis totalement d'accord avec notre auditeur. Combien l'avez-vous payé plutôt? Non, mais il est adorable. Il n'y a pas un truc là, il n'y a pas une levée d'argent entre l'auditeur, Ménard et toi. Non, il est vraiment adorable. C'est un message très sympa. Son prénom, c'est... Lumineux. Allez, lumineux. En tout cas, il nous a illuminés. Voilà. Absolument. Et on le salue. Il y a des auditeurs qui ont bon goût. Oui. Non, c'est vrai. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez laisser des messages, bien entendu, sur ce répondeur à destiné à Aude, qui se fera un plaisir de nous les transmettre. Allez, Frédéric de Blagnac est avec nous. Et on va revenir avec vous, Frédéric, sur l'immobilier en France. Mais quel avenir? On se pose une question. C'était d'ailleurs un débat de Sud Radio hier soir dans les vraies voix responsables. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on assiste véritablement à un scénario très catastrophique à l'heure actuelle, puisque on a une difficulté énorme pour soulever des emprunts lorsqu'on veut acheter de l'immobilier, de toute façon, je dirais, en primo-accédant ou autre, avec un montant d'apport qui est de plus en plus important pour obtenir un crédit, donc ça limite les primo-accédants. Les banques qui refusent aujourd'hui les 2/3 de dossiers de financement, et ceci a un échéance assez importante, puisqu'on est en train de creuser un trou de déficit de logements à venir, puisque les promoteurs aujourd'hui stoppent pour la plupart les constructions, ne peuvent plus construire. Nous avons une déficience de vente dans l'immobilier neuf qui approche les 46%. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui... C'est une crise inédite, c'est ça. Une crise inédite. Ça veut dire que, les promoteurs ne vendent plus, les personnes ne peuvent plus acheter, les agences immobilières, nous avons un dépôt de bilan phénoménal d'agences immobilières, les maçons, les plaquistes, etc. C'est-à-dire que si on continue comme ça, le bâtiment va perdre pas loin de 300 000 emplois dans les 12 à 24 mois. Absolument, entre 150 000 et 300 000 emplois. Et vous avez eu raison de nous alerter. C'est un sujet qu'on a traité hier et c'est très important c'est très inquiétant de le rappeler, aussi. Très inquiétant, effectivement. Il est bien notre vrai. Puisque vous avez l'air spécialiste, j'ai vu passer un papier disant qu'on a construit que 90 000 logements neufs cette année, c'est ça? Ah oui, mais normalement, on aurait besoin de 250 à 300 000 logements. Là, on a les promoteurs qui aujourd'hui ne peuvent plus construire parce qu'ils n'ont plus les acquéreurs. Donc, tant qu'ils n'ont pas les acquéreurs, ils n'ont pas les fonds libérés pour construire. Donc, certains promoteurs revendent même leurs permis qu'ils avaient purgés. Donc, ça veut dire que là, on est en train de creuser un trou dans 2 ans, puisque les constructions d'aujourd'hui aboutiront dans 2 ans. Donc, déjà, les personnes qui en plus voulaient éventuellement acheter et libérer un logement en location vont rester locataires. Bon, en plus de ça, on a des personnes qui ne pourront pas rénover leur logement ancien. Oui, c'est vrai. Donc ça va créer. En fait, ça crispe cette filière. On est obligé de. Et le gouvernement, pardonnez-moi, qui ne met rien en place. C'est la première fois en 35 ans de métier que nous n'avons pas une seule loi de programmation pour 2024 qui viendra remplacer les incitations de typologie Pinel, Dufaux, etc. Oui, absolument. Il n'y a absolument rien, c'est un vide sidéral. Restez avec nous, Frédéric. Pour le qui c'est qui l'a dit, notamment. Bien entendu. Et vous pouvez réagir quand vous voulez. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Et on parle de quoi avec le réquisitoire du procureur, Philippe? J'ai envie de me contredire à cause de Bellatar. C'est pas mal. Je suis content. On fait une petite pause. On arrive dans un instant. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver. Vous le savez, comme tous les
les jours et vous pouvez nous appeler 0826 300 300 avec Philippe Bilger aujourd'hui avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard, nos vraies voix du jour. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. On parle de quoi ? On va parler d'Anticor qui perd son agrément en appel et qui ne peut donc plus agir en justice. Ça se confirme dans les dossiers de corruption. L'association parle de situation ubuesque. Joe Biden traite son homologue chinois de dictateur à l'issue d'une rencontre qui s'était bien passée pourtant jusqu'ici. Et puis l'Europe réautorise le glyphosate pour 10 ans. En 3 mots, ça donne ubu, dictateur et glyphosate. Et on en parle dans quelques instants. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les arguments du président de la République pour justifier son absence à la marche contre l'antisémitisme que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, j'avais adopté une position que j'ai été obligé de percevoir comme minoritaire en approuvant sa non-participation à la marche de dimanche dernier. Mais depuis que j'ai appris qu'il a été en réalité conseillé par Yacine Bellatar, qui est une personne, je vais vite, condamnée et qui est accueilli comme un conseiller légitime à l'Élysée et qui lui disait surtout n'allez pas dans la marche parce que ça donnerait l'impression de porter l'ire contre les musulmans, je me suis dit que j'ai commis une erreur. Je ne savais pas la réalité des coulisses et je fais amende honorable. Quand c'est un Bellatar qui conseille à Emmanuel Macron, c'est que la République va mal. Françoise Degois. C'est le problème d'Emmanuel Macron et de la mythologie qui s'est installée autour de cet homme. Moi, je le dis depuis des années. C'est quelqu'un qui croit à l'économie, qui est très bon, mais qui n'a pas de, comment dirais-je, de substance. Et Yacine Bellatar, il le conseille parce qu'il accepte d'être conseillé. C'est le côté un peu tordu de ce cabinet avec Bruno Roger-Petit, cette espèce de fascination pour l'extrême droite, cette fascination pour tous les diables de la République, et puis cette fascination aussi pour des personnages ambigus. Ça, c'est aussi Emmanuel Macron et je le regrette vraiment. Sébastien Ménard. Alors moi je connais les deux, je connais très bien Emmanuel Macron, je connais très bien Yacine Bellatar, parce que Yacine Bellatar, je vais vous surprendre, a été président de mon comité de soutien quand j'ai été candidat aux élections législatives en Seine-Saint-Denis. Voilà. Tout s'explique, mon cher. On n'est pas toujours d'accord, Yacine Bellatar et moi-même. Je suis pas certain que ça soit un diablotin de la République. Ça fait partie. Parlez pas de lui, hein, les diables de la République. Ça fait partie des troublions, ça fait partie des électrons libres. Effectivement, et en l'occurrence, c'est l'entourage du président de la République qui a reçu Yacine Bellatar et pas Emmanuel Macron. En l'occurrence, on doit écouter tout le monde. Voilà. Moi, je fais partie de celles et ceux qui disent qu'on doit écouter tout le monde. Et à la fin de la fin, effectivement, c'est au président de se faire un avis. Et contrairement à vous, Philippe, moi je pense que la place du président de la République aurait pu être effectivement dans la manifestation, mais elle peut être aussi en dehors de cette manifestation, pour autant qu'on ait une position qui soit non ambiguë, forte, courageuse, républicaine. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont ubu, dictateur et glyphosate. Anticor dénonce une situation ubuesque. La Cour administrative d'appel confirme la perte de son agrément pour agir en justice dans les dossiers de corruption. On va tenter de comprendre avec la présidente de l'association. Un dictateur, le président chinois Joe Biden l'a redit devant des journalistes après une rencontre de 4 heures. Pourtant, tout le monde était très content du sommet jusqu'à cette sortie côté américain. Et puis la Commission européenne prolonge l'autorisation du glyphosate pour 10 ans de plus. Herbicide classé cancérogène probable par l'OMS, mais le risque est jugé trop faible pour justifier une interdiction. Les vraies voix Sud Radio. Quel est le rapport entre l'attribution du mondial de foot au Qatar, l'enquête pour prise illégale d'intérêt contre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, ou celle contre Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République? Eh bien, ces 3 dossiers font partie des 160 où est impliqué Anticor. Sauf que l'association, fondée en 2002, a perdu son agrément pour agir en justice dans les dossiers de corruption. Et désormais, c'est la Cour administrative d'appel qui le confirme tout à l'heure. Bonsoir, Elise Van Beneden. Bonsoir. Présidente d'Anticor, merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors, comment ça s'explique? Comment c'est possible? Ce serait une simple erreur de procédure à l'origine de ça? Alors, c'est pas une erreur de procédure, c'est une erreur de rédaction. C'est-à-dire que l'agrément d'Anticor qu'on a eu le 2 avril 2021 a été mal rédigé par Jean Castex parce qu'il y a une contrariété entre l'explication et la décision. Et ça, en fait, c'est une irrégularité en droit administratif qui provoque la nullité de l'acte. C'est pour ça que notre agrément a été annulé, c'est parce que le Premier ministre l'a mal rédigé. Alors, ça veut dire que concrètement, vous ne pouvez plus agir en justice? Ça met en péril les dossiers en cours, par exemple?
Oui, ça met en péril d'anciens dossiers, c'est-à-dire tous les dossiers dans lesquels on a utilisé l'agrément se constituer partie civile pour forcer la machine judiciaire, pour passer outre les décisions de classement sans suite, sont potentiellement en danger. Alors vous demandez quoi pour la suite? C'est rémédiable comme situation? Écoutez, ça fait un an qu'on demande à Elisabeth Borne de demander en fait de modifier la rédaction de l'arrêté. Ça fait un an qu'on lui pose cette question, qu'on lui demande de faire une substitution de motif et qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire que ça fait un an que la Première ministre pourrait rendre à Anticorps son agrément en claquant des doigts. Donc il n'y a pas une franche volonté de vous aider à pouvoir continuer à agir finalement? Oui, si vous voulez, c'est un acte qui a été mal rédigé par l'ancien Premier ministre et on a une Première ministre actuelle qui ne fait rien pour arranger la situation. Donc c'est à se demander s'il n'a pas été mal rédigé exprès. Parce que si c'était vraiment une erreur, je pense que la Première ministre aujourd'hui aurait à cœur de la réparer, cette erreur. Mais bon, on va suivre ce dossier. Elle n'a pas à cœur de faire. Merci. Merci beaucoup, Élise Benedek, présidente de l'association Anticorps. Deuxième mot, dictateur, terme de nouveau utilisé par Joe Biden à propos de son homologue chinois. Oui, tout le monde était pourtant satisfait après leur rencontre de 4 heures entre les présidents des deux superpuissances, États-Unis et Chine, à quelques kilomètres de San Francisco. Un sommet qualifié de part et d'autre de positif, de constructif. Joe Biden et Xi Jinping conviennent de renouer le dialogue, de maintenir ouverts des canaux de communication pour désamorcer les désaccords les plus graves. À une autre époque, finalement, on aurait appelé ça un téléphone rouge. Tout le monde était content, vous disais-je, jusqu'au moment où une journaliste a demandé à Joe Biden s'il considérait toujours son homologue chinois comme un dictateur. Eh bien oui, c'est ce qu'il est. C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays communiste qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Voilà pour la réponse. La boulette. Assez peu diplomatique du locataire de la Maison Blanche. In English. Ou très franc au choix. Les autorités chinoises ont vu rouge, dénonçant une déclaration erronée, une manipulation politique irresponsable de Joe Biden. Alors déjà avant ça, les deux dirigeants n'avaient pas caché certains désaccords majeurs. Xi Jinping demande aux États-Unis de cesser d'armer Taïwan, alors selon lui qu'une réunification de l'île avec la Chine demeure inévitable. Troisième mot, glyphosate. La Commission européenne vient de renouveler l'autorisation de l'herbicide pour 10 ans. Le vote des États membres n'a pas permis de dégager de consensus pour l'interdire. Le glyphosate, classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Pour autant, le risque est trop faible pour justifier une interdiction, selon le rapport du régulateur européen. Alors, dans ce dossier, la France s'est abstenue lors du vote. L'interdiction totale est impossible, justifie le ministre de l'Agriculture. Eh bien, ce n'est pas l'avis de la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Marc Fesneau contredit le candidat Emmanuel Macron de 2017, qui avait promis l'interdiction du glyphosate en 3 ans. Tous les parents d'enfants victimes de cancer pédiatrique, tous les malades, tous les gens qui ont des proches qui le sont, voient bien qu'on a une impasse de l'agriculture productiviste qui rend malade nos sols, l'air, l'eau, les gens, ceux qui habitent autour des exploitations agricoles, mais aussi ceux qui y travaillent en première ligne. Et c'est un classique. Il y a plein de sujets environnementaux, on dit toujours, de toute façon, c'est bien les écolos, mais en fait, on n'a pas le choix. Figurez-vous qu'on a toujours le choix. On s'est passé de glyphosate pendant des années. Il est possible de faire sans, puisque certains y arrivent. Et on sait le rôle que joue aussi le lobby des producteurs de pesticides, il faut dire les mots. On n'est pas très dupe de ça. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, c'est le nouveau nom d'Europe Écologie Les Verts. Elle répondait aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Et on en reparle à partir de 18h35 dans Les Vraies Voix, où nous serons avec le représentant des producteurs de blé. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et selon un sondage Elab, 6 Français sur 10 estiment que le Rassemblement National est un parti comme les autres. C'est notre question du jour. Est-ce que c'est selon vous toujours un parti d'extrême droite? Pour l'instant, vous dites non à plus de 80%. On en parle avec Guillaume Bernard, politologue, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'indispensable il y a quelques années, il y a quelques années, est-ce que la prise de pouvoir par le Rassemblement National aujourd'hui est devenue possible? Ben oui, je crois que oui, parce que après 2 mandats de Macron, les Français pourraient vouloir une alternance, et la gauche, quant à elle, est divisée et donc incapable aujourd'hui de pouvoir l'emporter. Donc oui, la victoire du Rassemblement National en 2027 à la présidentielle est tout à fait envisageable. On en parle dans un instant avec nos éditorialistes du jour et vous au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue dans la famille des Vraies Voix. On est ensemble tous les jours de 17h à 19h avec nos Vraies Voix du jour. Philippe Bilger était avec nous, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech. Et vous, au 0826 300, bien entendu, vous réagissez quand vous voulez. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Aujourd'hui, un jeune juif, il risque plus sa peau dans un environnement islamiste que dans une manif du Rassemblement national. Je vais vous dire, s'il change sur l'antisémitisme, ça me va très bien. Bon, Madame Le Pen essaie de se rattraper, si j'ose dire, dans l'histoire. Tant mieux, c'est pas le parti de la Blanche Colombe. Mais c'est le propre de l'extrême droite que d'être capable de muter pour gagner par la ruse. Ce n'est pas parce que Marine Le Pen soutient Israël ou dit « je ne suis pas antisémite » que son mouvement a changé. On laisse ce parti toujours prospérer, alors que c'est un parti qui n'a jamais fait de repentance sur ses propres origines. Et l'extrême droite est capable de vous dire aujourd'hui que leur ennemi n'est pas le juif et qu'ils ne sont pas antisémites. Mais l'extrême droite s'est trouvé un autre ennemi. 57% des Français pensent que Marine Le Pen était sincère quant à sa participation à la marche contre l'antisémitisme, selon le même sondage ELAB. 6 Français sur 10 voient dans le Rassemblement national un parti comme les autres, qui a dit oui aux rencontres de Saint-Denis au président Macron, contrairement à LR ou au PS ou finalement à LFI qui ont décidé de boycotter, Philippe. Et vous, pensez-vous que le Rassemblement national a définitivement rompu avec son passé? Pensez-vous qu'il est devenu un parti normal, voire même un parti du système? Est-ce que la stratégie de dédiabolisation du RN s'est vraiment terminée dimanche avec la participation des manifestants, des députés du Rassemblement national à la manifestation contre l'antisémitisme? Quelle que soit votre opinion, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, à la question, le RN est-il toujours un parti d'extrême droite? Vous dites non à 79% sur Twitter. Et on accueille Guillaume Bernard, politologue, auteur du livre « La guerre à droite aura bien lieu », publié chez Desclés et Brouwer. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct à cette question, Philippe Bilger. Le RN est-il toujours un parti d'extrême droite? C'est ce qui tourne aujourd'hui. Absolument. Moi, j'ai toujours trouvé, bon, ça n'est pas une démonstration objective, j'ai toujours trouvé que le terme d'extrême droite était relativement à la fois malin et en même temps inexact. J'aurais préféré droite extrême, parce que j'ai toujours considéré qu'il y avait des points communs entre la droite républicaine et une frange du programme du Rassemblement national, notamment sur la sécurité et la justice. Mais pour répondre à la question de Sud Radio, bien sûr qu'elle est sincère sur ce plan et sa participation, elle n'aurait pas, dans des conditions assez douloureuses, dédiabolisé pour fuir les délires historiques de son père. C'est quelque chose qui n'est pas si simple. Elle l'a fait, et contrairement à notre ami Guillaume Bernard, mais il est beaucoup plus savant que moi, je suis persuadé que Marine Le Pen sera battue en 2027. Françoise Degois. Moi aussi, parce que Marine Le Pen, pour les Français, elle incarne de toute façon l'échec. Quelqu'un qui, à mon avis, ne peut pas faire le job, quelqu'un qui rate toujours ses débats. Vous savez, la force va à la force. Moi, j'entends tout le chant des sirènes, attention, elle peut être élue. Je peux déjà prendre les paris que non. D'abord parce que la France, ça n'est pas l'Italie. L'Italie, Giorgia Meloni arrive au pouvoir dans une alliance entre les néo-fascistes et la droite des affaires. Parce que vous savez qu'en Italie, il n'y a pas d'idéologie à droite, c'est la droite des affaires. Cette fusion des droites-là, elle n'existe pas en France. Ce sont des droites qui viennent de très loin. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne crois pas une minute, si vous voulez, à l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, même si ça va amuser tout le monde pendant 4 ans, on va jouer les épouvantails. Et puis, comme d'habitude, barrage républicain. Et puis, vous verrez que, comme d'habitude, elle ne sera pas élue. Dernier point, moi, je ne pense pas du tout que le Rassemblement national n'est plus un parti d'extrême droite. Je pense que quand on fait de la préférence nationale, même si c'est particulièrement masqué, la charnière et le squelette de toute sa politique, oui, on est d'extrême droite. Et puis, je vous invite à lire l'excellent livre de Camille Vigogne, Les Rapaces, où vous vous rendrez compte à quel point derrière les nouveaux habits, eh bien, les vieux réflexes maurassiens, salut de à Hitler ressortent. C'est le Rassemblement national, canal historique, c'est-à-dire le sud de la France. C'est David Racheline de Fréjus. Mais le problème n'est pas Marine Le Pen, c'est son écosystème, et tout l'écosystème est d'extrême droite, oui, je crois. Sébastien Ménard. Je vais être un petit peu plus nuancé. Moi, je pense que la normalisation du Rassemblement national tient moins, d'ailleurs, au travail fait par Marine Le Pen que aux difficultés qu'ont les partis dits, entre guillemets, je mets ça bien entre guillemets, républicains, de gauche comme de droite, de répondre à l'ensemble des considérations, des préoccupations des Françaises et des Français. On le voit, l'électorat du Rassemblement national augmente. Le fan club de Marine Le Pen désormais va de la gauche à la droite de la droite.
Vous avez des gens qu'on n'aurait jamais imaginé prendre la parole, comme Serge Klarsfeld, pour quelque part reconnaître la nécessité d'avoir le Rassemblement national dans un défilé républicain. Il n'a pas dit ça du tout. Non, mais je vais aller au bout. Non, mais il n'a pas dit ça. Non, mais il n'a pas dit que c'était nécessaire. Il n'a pas dit que c'était nécessaire, voilà. Mais en tout cas, il n'a pas dit qu'il... Non, mais attends, Françoise, je vais aller au bout, s'il vous plaît. Voilà, parce que j'ai aussi entendu les propos de Monsieur Klarsfeld. Oui, donc il n'a pas dit ça. Très clairement, mais je dis pas qu'il n'a pas dit ça. Je dis simplement que c'est très compliqué de tenir une argumentation si on est coupé pour ne pas pouvoir aller au bout. Donc je vais aller au bout. Je dis simplement que ce qui se passe avec le Rassemblement national, c'est ce que moi, dans mon coin, je crie haut et fort à mes amis centristes, de gauche comme de droite. C'est justement parce qu'on n'a pas répondu suffisamment sur un certain nombre de points, voire totalement sur d'autres points. On parlait d'immobilier tout à l'heure, on parle de sécurité, de justice avec Philippe, on parle de social. Quand on vient nous dire qu'on a effectivement trouvé des solutions pour protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est vrai, mais c'est pas assez. Regardez les statistiques au niveau européen. Les prix sur l'alimentaire explosent. C'est mon métier. Et quelque part, tout ça fait que le discours de Marine Le Pen, et évidemment le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres, puisqu'il n'a pas été quelque part fondé, fabriqué par des gens normaux. On parle de gens qui sont des antisémites notoires, on parle de gens qui sont profondément racistes, des gens qui étaient proches du national-socialisme post-Deuxième Guerre mondiale. Donc ce n'est pas un parti normal. Mais l'insuffisance, je dirais l'insignifiance de quelques-uns qui avaient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans toutes les possibilités de régler les problèmes, fait que effectivement nous avons normalisé. Donc Emmanuel Macron, nous avons normalisé. Il vient de dire qu'il est insignifiant, Emmanuel Macron. Je n'ai pas dit ça. Si 7 ans de pouvoir dit. Allez les amis, on y va. Guillaume Bernard est avec nous, politologue et auteur de ce livre La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desclés et Brouwer et de Brouwer, pardon. Guillaume Bernard, vous avez entendu nos éditorialistes. J'ai entendu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et elles sont passionnantes. Je réagirai sur quelques points pour répondre en plus à, je dirais, l'interrogation qui est la nôtre ce soir. La première, c'est je crois que il ne faut pas caricaturer ce qu'est le Rassemblement national ni ce qu'était auparavant le Front national. N'oublions pas que c'est une organisation qui est née à la suite des événements d'Algérie et qui a rassemblé des personnes qui, 20 ans plus tôt, étaient effectivement dans les deux camps, c'est-à-dire des gens qui étaient, c'est vrai, du côté de Vichy et des gens qui étaient du côté de la résistance. Parce que dans les gens qui se sont opposés à De Gaulle à partir de 1960-62, il y avait aussi bien des gens qui étaient dans les deux camps. Donc je crois qu'il ne faut pas réduire le Front national puis le Rassemblement national à uniquement un de ces deux camps-là. Ce serait une erreur d'analyse, me semble-t-il. La deuxième chose, le positionnement sur le spectre politique, il est dû non seulement aux idées que l'on professe, bien sûr, mais au rapport de force avec les autres forces politiques. C'est-à-dire qu'une force politique, elle glisse sur le spectre politique. Je vous donne juste un exemple, je ne veux pas être trop long, mais juste un exemple. Au début de la Troisième République, le Parti radical, Clémenceau, c'est l'extrême gauche. À la fin de la Troisième République, le Parti radical, c'est le centre-gauche. Donc par conséquent, une force politique, elle glisse par rapport aux autres. Or, il s'avère que, et ça a été dit, et là je suis parfaitement d'accord avec cet élément-là, les circonstances historiques, la situation sociale, économique, politique du pays, fait que il y a encore 30 ans étaient considérées comme des interrogations illégitimes, l'immigration, la sécurité, c'est devenu quelque chose qui est légitime. Je ne dis pas que les Français adhèrent à toutes les idées professées par le Front national, à toutes les mesures qui sont préconisées. Je dis simplement que les thèmes du Front national, ce qui est sa marque de fabrique, eh bien c'est devenu un sujet légitime en soi. Et donc par conséquent, les rapports de force politiques ne sont plus les mêmes. Donc que le Rassemblement national soit le parti qui soit le plus à droite du spectre politique, ça ne change pas le fait que désormais la pression politique vient de ce côté-là. Et il y a plus à droite avec Reconquête aujourd'hui. Alors, idéologiquement oui,
Et sociologiquement, non. Mais c'est vrai que c'est très ambigu, c'est un positionnement qui est effectivement assez compliqué, parce qu'effectivement, l'électorat de Reconquête, c'est essentiellement des déçus du Rassemblement national, et puis l'ancien électorat LR. Donc sociologiquement parlant, ils sont moins à droite. Mais dans le positionnement idéologique et dans le discours, oui, Éric Zemmour fait de la surenchère par rapport effectivement à Marine Le Pen. Et puis il y a un troisième élément. Moi, quand on me pose la question, est-ce que Marine Le Pen peut gagner, je réponds oui. Je ne dis pas qu'il est souhaitable, que les choses soient bien claires, qu'elle gagne. Et je précise une chose. Rappelons-nous ce qui s'est passé aux législatives de 2022. Il y a eu 90, grosso modo, députés du Rassemblement national qui ont été élus. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une progression électorale. Là aussi, ça a été dit dans notre débat. Incontestablement, il y a de plus en plus d'électeurs qui se prononcent pour cette force politique. Mais surtout, lorsqu'il y avait des duels RN Macron, enfin LREM, des électeurs de LFI qui ne se sont pas reportés. Non. Alors là, pardon, je vais vous inscrire. Non. Attendez, laissez-le finir. Lorsqu'il y a eu des duels RN LFI, il y a des électeurs de LREM qui ne se sont pas reportés. 60. J'ai les chiffres. Je vais vous les donner. Il y a eu 67 duels. NUPES, pas LFI, c'est pas LFI. NUPES, c'est-à-dire non, mais NUPES, c'est pas si je veux. Ça, c'est la réalité politique. Vous pouvez pas être politologue et pas regarder. Il y a eu 67 duels NUPES, Rassemblement national. Il y a eu 2 seuls appels à faire barrage républicain émanant du candidat macroniste qui avait été battu. Absolument. Et voilà. Et donc c'est c'est pas à Paris-Galles, c'est pas du tout à Paris-Galles. S'il vous plaît. Le Pen ou Jordan Bardella peuvent l'emporter lors de la prochaine présidentielle. C'est pour ça. C'est uniquement une constatation de Guillaume Bernard, Philippe Bilger et ensuite le 0826 300 300. Guillaume Bernard, très vite, il y a quelque chose qui m'oppose à chaque débat à Françoise Degois, et ça me paraît un bon exemple de la manière dont on peut appréhender ou non le Rassemblement national. Elle évoque la préférence nationale comme quelque chose qui porte atteinte à des principes universels et sortirait le RN du champ républicain. À votre avis, est-ce que c'est une opinion politique ou est-ce que c'est un opprobre moral? Très court, Guillaume Bernard, parce qu'on part au standard. Je pense que la Troisième République, à l'époque où jamais une organisation comme le Rassemblement national n'était au pouvoir, la Troisième République a pratiqué la préférence nationale. Mais je le sais très bien. Par conséquent, c'est républicain. Et donc c'est républicain. Et si vous voulez, ça reviendrait à dire que le protectionnisme en matière économique ne serait pas républicain. D'abord, mais je réponds en une seconde. D'abord à Philippe Bilger, j'ai jamais dit qu'il n'était pas républicain. J'ai dit s'il existe, c'est qu'il a droit. J'ai dit qu'il est dans l'arc républicain. La question n'est pas là. De la préférence nationale. Mais bien sûr. François, et alors, c'est pas parce que vous avez souvent dit. Mais je le dis et je le répète et je me fiche pas mal. Mais c'est une erreur, François. Peut-être que c'est une erreur pour vous, mais ça n'est pas du tout une erreur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez qu'il y a une préférence nationale, si toute votre grille de lecture, de la même manière, je m'inscris en faux avec ce que dit Guillaume Bernard et ce que dit Sébastien Ménard, le Rassemblement national pour les classes populaires et le pouvoir d'achat, il a rejeté toutes les lois pour le pouvoir d'achat. Il a rejeté le blocage des prix, il a rejeté le panier, il a tout rejeté au début du quinquennat. Qu'est-ce que vous me chantez? Vous croyez vraiment que les gens ne voient pas ça? Mais bien sûr qu'ils le voient. 300, mais bien sûr, au moment de voter, ça sera barrage. Françoise, Frédéric est avec nous de Blagnac. Si vous voulez faire une petite place à Frédéric. Oh, pardon, Frédéric, pardon. Ouais, du tout. C'est un débat qui est très animé. J'ai bien aimé d'ailleurs l'examen du politologue. Après, de toute façon, à un moment donné, il faut choisir. Soit on se dit le RN n'est pas un parti démocratique et on l'interdit. Oui, c'est ça. Soit on le laisse, et dans ce cas-là, c'est un parti démocratique, il a voix, je dirais, à s'exprimer autre. C'est 88 députés, 15% de l'Assemblée nationale. 89. Et moi... Non, 88, pardon. 88, vous avez raison. 88, il est fort, il est fort. 15% de l'Assemblée nationale, des députés européens, et au travers de cela, ce sont quand même des milliers de gens qui ont voté. Oui. Donc est-ce que ces gens sont fascistes? Non. À un moment donné, moi j'ai tendance à dire, dans ce cas-là, on reproche le père, mais on peut reprocher Jaurès, Trotsky, Marx, en fait tout ce que l'on veut à tout le monde. Mais soyons dans la réalité. Et puis quelque part, les autres partis, mettez-vous au boulot, montrez-nous
quelque part que vous êtes en action et que vous nous donnez véritablement c'est ce que disait Sébastien Ménard il y a quelques instants. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant. Si c'est un parti infréquentable, anticonstitutionnel, il ne doit pas pouvoir se présenter aux élections. Voilà. Et je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr qu'on n'en est plus là. Bien sûr. Allez, il vous reste une minute. La phrase de Serge Klarsfeld, c'est: il faut se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme. Parce que ça veut dire qu'il a changé. Il faut se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme. Il a changé, je m'en réjouis. Mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux. Mais bien sûr, je suis d'accord. Mais je dis simplement que si les partis qu'on connaît, les partis dans lesquels nous avons pour certains milité, etc., qui ont eu toutes les possibilités pour transformer la France, pour répondre, je dirais, aux problématiques des Français, l'avaient fait. S'il vous plaît. Mais j'ai pas dit ça. Mais c'est la raison pour laquelle on a 79% des gens qui aujourd'hui disent qu'elle peut gagner. Mais au moment précis où il s'agit de la faire gagner, 2002, 2017, 2022, mais ça suffit pas. Il faut travailler d'ici là. Bien sûr qu'il faut travailler, mais ça veut dire que dans les faits, c'est une hérésie de penser qu'elle gagnera. Voilà. Allez, vous gronderez hors antenne. Merci beaucoup, Guillaume Bernard. Merci Guillaume Bernard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Mais oui, merci. Pour nous aussi, c'est pour ça qu'on laisse parler. Vous savez, un politologue et auteur de ce livre, La guerre à droite aura bien lieu. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric de Blagnac. Vous restez avec nous puisque dans un instant, vous les affrontez qui l'a dit de nouveau en direct. Allez, on fait une petite pause, on revient. C'est les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur différentes plateformes disponibles. Vous savez qu'on est sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, à la radio, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Voilà, on est un peu partout. Vous allez pouvoir jouer au Qui c'est qui l'a dit. Si vous êtes en voiture, vous arrêtez parce que c'est sûr que sinon ça va être un problème. Et avec Frédéric de Blagnac qui va jouer dans un instant face à nos Vraies Voix. Allez tout de suite le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Frédéric, vous êtes en forme? Vous avez regardé les infos? Un petit peu, oui. Écoutez, c'est le moment de briller brillamment. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, il y a beaucoup de gens qui boivent, mais très peu savent être bourrés. Ce n'est pas un homme politique. Vivant, mort? Oui, vivant, c'est dans une interview. Vivant? Je ne sais pas. Éric Antonin. Jacques Dutronc. Bonne réponse. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Mais il était fou de joie la dernière fois. C'est vrai, on va le laisser gagner. Non. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? Je ne suis pas pour le 49.3. S'il faut travailler entre Noël et le Nouvel An, j'irai au Parlement entre Noël et le Nouvel An. Frédéric. Notre cher ministre Darmanin. Bonne réponse de Frédéric. Qu'est-ce qu'il est bon ce Frédéric. Incroyable. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien. La NUPES est devenue une source de désespoir. Beaucoup. Et c'était sur Sud Radio, Frédéric. Je sais. Attendez. C'est bon, je sais. Ce matin. Je ne sais pas. Marine Tondelier. Bonne réponse de Françoise Degois. Marine Tondelier, question, qui c'est qui l'a dit, Philippe? Qui c'est qui l'a dit au sujet de la présence du RN à la marche contre l'antisémitisme? On nous dit elle a changé. Oui, elle a vendu du Pepsi. Maintenant, elle vend du Coca. Ah oui, je sais. Merde. Je me souviens plus. Non, je sais, je l'ai vu passer. C'est un député qui a un nom de boisson du Sud-Ouest, un bouquet de Zablagnac. Je sais. Coca. Non. Corbière. Bonne réponse de Sébastien Ménard. À mon audition devient de plus en plus mauvaise au fil des émissions. Il faut travailler votre audition. Mais il n'est pas du Sud-Ouest, Corbière. Qu'est-ce que tu racontes? Non, le Corbière. C'est comme une boisson du Sud-Ouest. Mais oui. Qui c'est qui? La chocolatine. Oui, moi je suis une team chocolatine, vous aussi, j'espère. Oui, bien sûr. On va encore se déchirer. Non, team chocolatine. Ah, mais c'est pas possible. Pas pain au chocolat, vous. Mais moi, s'il vous plaît, pain au chocolat. Non. S'il vous plaît. La suite. Allez, la suite. Qui c'est qui l'a dit? Moi, je préfère les pains au chocolat. Non, je plaisante. Qui c'est qui l'a dit? Il ne faudrait pas que ces grands territoires du Pacifique Sud se rappellent à notre mémoire lorsque les habitants de ces territoires ont des velléités d'indépendance. Frédéric.
Ça doit être un ministre, non? C'est un ministre, non. Allez, c'est Macron. Allez-y. Anne Hidalgo. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Elle a dit ça au Conseil de Paris pour justifier son voyage. Il révise. C'était inclus dans les 60 000 euros de budget ou pas la question? Oh, la méchanceté. Ça, c'est un coup bas. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? On est face à une submersion migratoire. Bah oui. Éric Zemmour. C'est Bardella. Non. Marine Le Pen. Non. Éric Ciotti. Bonne réponse, il a été plus rapide. Ah non. Non, j'aurais pas trouvé. Je l'ai. savais pas Franchement, qui je c'est. l'ai. Ah, mais Je l'ai. il l'avait aussi. Ah bah, Je c'est l'ai. un partout. Moi, je te laisse Eric et je garde Ciotti. Donc c'est un partout. Allez, on y va. Ah non, un partout. Non, il a 4. J'ai mis 1-1. Bah oui, dernière question, allez. Oui, Qui c'est qui l'a dit? La France continuera d'œuvrer pour une solution à 2 États. Ah ben, facile. Frédéric. Putain, pardon, son nom m'échappe. Ah bon? Il a dit il y a pas longtemps. Allez. Macron. Ouais. Non, elle a pas attendu. Ah, si. Bah, si, parce que là, Emmanuel je t'ai eu. Macron. Non, mais je l'ai dit Emmanuel avant. Macron et Allez. Marine Le Pen aussi l'a dit aussi. Hein, Oui, Oui, bah, vous tout le étiez monde le plusieurs dit. à le dire. On On est est tous tous d'accord. d'accord. On est tous d'accord. Tout le monde le dit autour de la table. Voilà. Si les auditeurs commencent à tricher, on va pas s'en sortir. Sébastien Ménard, brillant, 4 points. Bravo. Mais Merci. Sébastien, il a un dictionnaire des citations. Merci beaucoup Frédéric de Blagnac d'avoir joué avec nous. Vous rappelez quand vous voulez. Merci 1000 fois. Merci et continuez comme ça, c'est très bien. Merci beaucoup. C'était un Merci à plaisir vous. de vous avoir dans un instant, enfin dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec vous. Philippe Bilger, on parle de quoi? Des réquisitions devant la Cour de justice de la République. Avec Françoise Degois. Des pressions sur les journalistes parce que ce film visionné serait la propagande de Tsahal. Des pressions des directions d'information, c'est honteux. Sébastien Ménard. Les rencontres de Saint-Denis, c'est un dialogue proposé par Emmanuel Macron avec les différentes forces politiques qui a été torpillé par l'opposition. On en parle dans quelques instants. Vous êtes les bienvenus avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Cette émission est pour vous. On vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui était avec nous. Ça va Philippe? En pleine forme. Bah oui, bien sûr. Enfin, je l'espère. Mais oui. Ça va très bien, mes amis, très bien. Ça dépend de ce qu'on dit en forme, parce que si c'est en forme comme Philippe David, effectivement, c'est physique. Il est trop en écoutez. forme. Il a trop de forme. Non, mais elle sait que je fais de l'aérophagie. Mais elle ne le dit pas. Mais mon Dieu. Sébastien Ménard est avec nous, patron dans la food tech. Ça va Sébastien Ménard? Ça va pas trop mal, comme me le dit Philippe David. Pour vous, quand j'arrive, c'est jeudi, c'est thérapie et c'est aussi réciproque, ça me fait du bien. Eh ben écoutez, tant mieux, on est ravis de vous accueillir. Ça vous fait du bien surtout à vous, parce que nous... Allez, 0826 300 300, si vous voulez bien sûr commenter l'actualité avec nous, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Allez tout de suite, le Top Click, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et le top clic, Félix, c'est le député LFI Alexis Corbière qui a commis une petite boulette ce matin en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, la France insoumise au sein de laquelle l'ambiance n'est pas franchement au top en ce moment. Alors parmi les députés en tension vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et ses proches, on trouve Alexis Corbière, donc le député de Seine-Saint-Denis, était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Et le lapsus est intervenu lors de son plaidoyer en faveur de la survie de la NUPES. Il faut pas que ça soit fini. Moi, je suis pour que continue l'idée de l'unité, du rassemblement. Jean-Marie Le Pen. Oh là, quelle horreur. Jean-Luc Mélenchon, vous alliez dire? Non, allez, j'en arrête. Certains de mes amis. Mais arrêtez. Là, vous voyez, vous allez me mettre encore plus dans. Vous alliez dire quoi alors? J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Okay. Vous m'avez. Non, mais vous me troublez. Non, mais précisément, Jean-Luc Mélenchon disait une chose vraie, que la NUPES est le plus court chemin pour la victoire en 2027. Oups, la boulette. Alors on va dire que les deux prénoms composés en Jean quelque chose, ça l'a induit en erreur. En tout cas, dans les commentaires, certains lui ressortent d'ores et déjà des extraits de Freud sur les lapsus et leur signification. Jean-Marie Le Pen. Oh là, quelle horreur. Jean-Luc Mélenchon, vous alliez dire? J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ben voilà. C'est dur. Françoise Degois. Ça veut dire ça que... nous laisse pantois. Ça veut dire aussi que moi j'ai ce souvenir. Vous vous souvenez en 2002 quand Jospin attaque Chirac dans l'avion qui rentre de la Réunion en le traitant de vieux. Chirac réagit en disant c'est le délit de sale gueule. Je ne suis pas vieux, je ne suis pas usé, je suis pas fatigué. Et en conférence de presse, Lionel Jospin le lendemain dit cette mesure que j'appelle de tous mes vieux. Et ça montre profondément à quel point on se
la prise de tête, ce que signifie la prise de tête, et à quel point l'idée que Jean-Luc Mélenchon égale Jean-Marie Le Pen de la grande époque est rentrée, y compris chez les principaux cadres de LFI, dans la tête. Merci beaucoup Félix Mathieu. C'est génial. Et moi j'ai envie de pousser un coup de gueule sur un sujet dont peu de gens parlent, et je comprends pas, d'ailleurs ça me fait hérisser le poil. D'ailleurs, j'ai souvent eu des mots pas très tendres pour l'intéressé. L'intéressé, c'est Neymar, qui est poursuivi au prud'homme par une Brésilienne sans papier de 35 ans, qui a été employée par ses soins de janvier 2021 à octobre 2022, sans être déclarée, en travaillant 7 jours sur 7, sans suivi médical, sans heures supplémentaires. Une femme qui est enceinte de son 4e enfant aurait été contrainte de travailler jusqu'à 15 jours avant son accouchement prématuré et qui n'a pas retrouvé son poste après avoir donné naissance à son bébé, puisque le maître des lieux et ses assistants n'ont pas répondu à ses appels manifestement. Bref, de l'esclavage moderne, n'ayons pas peur des mots. Alors comme j'avais poussé un coup de gueule quand Neymar avait osé dire qu'avec Messi, ils avaient vécu l'enfer lors de leur contrat au Paris Saint-Germain, je pense que quand on gagne des millions pour passer plus de temps à faire la Java qu'à jouer, on est mal placé pour parler d'enfer, surtout quand on le fait a priori vivre à une pauvre femme. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Totalement d'accord. Je n'ai jamais aimé Neymar. Moi, à la rigueur, même pas sur le terrain. Je ne dis pas que j'aurais mieux joué que lui. Hein. Je ne vais pas jusque-là. Écoutez, comme il était toujours à l'infirmerie, vous auriez fait plus que lui sur le terrain. Mais il a une personnalité que je n'aimais pas. Oh là là là, mais quelle mauvaise foi. Mais c'est affreux entre Neymar et Messi. Vous êtes atroce, Philippe David. Non, mais moi je parle de cette femme sans papier. Non, mais là, vous parlez d'autre chose. Bien sûr, ça me pose problème. Mais vous voulez que je vous dise et qu'on aille faire un tour là maintenant, vous et moi, à Neuilly et dans le 16e, pour voir combien il y a de femmes sans papier, de Philippines, employées par des gens qui n'ont pas les revenus de Neymar, mais qui ont des revenus colossaux et qui traitent et qui esclavagisent. Vous exagérez ça, c'est le point, mais c'est la vérité. Il n'y a pas qu'à Neuilly dans le 16e. Non, il y en a dans le 11e, et pardonnez-moi, mais bien sûr, vous avez il y a beaucoup de bobos dans le 18e. Et dans le 18e, donc vous savez, l'esclavage moderne, et là, effectivement, Neymar, c'est honteux. Vraiment, j'espère qu'il sera condamné, qu'il paiera très cher, au moins autant que ce qu'il perd au poker. Ça touche tous les milieux. C'est pas que dans le foot. On a ça dans les affaires. On a ça aussi évidemment chez des gens totalement anonymes. Évidemment, ça vous touche, Philippe David. Parce que quand le même mec disait on a vécu l'enfer au PSG. Quand ça touchera Mbappé, j'attends de voir vos papiers. Mais je le ferai de la même manière. La dénonciation est très pertinente. Là, on peut mais bien sûr, on peut rien lui dire. Ne dites rien. Allez, restez avec nous. Je peux vous faire une confidence. De Françoise de Gouache, j'en ai marre. Ah, elle est bien. De Philippe David, j'en ai marre. Mais si. Non, j'en ai marre. Mais si. Le seul problème, c'est que c'est tellement attendu que on l'a beaucoup fait. Oui, on l'a beaucoup fait. Allez, vous restez avec nous. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise de Gois et Sébastien Ménard, et vos appels au 0826 300 300. Vous avez le droit de commenter pour éviter qu'il soit plus bruyant que vous. Merci et à tout de suite. Nous sommes accompagnés de Philippe Bilger ce soir avec Françoise de Gois, Sébastien Ménard, patron de la Food Tech, et vous au 0826 300 300. Merci en tout cas de nous écouter tous les jours de 17h à 19h pour les vraies voix. Et tout de suite, le tour de table de l'actu. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table de l'actualité. J'ai beau écouter ce jingle tous les jours, et tous les jours il me fait rire. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, votre tour de table, 1 an de prison avec sursis requis contre Éric Dupond-Moretti, vous en pensez quoi? Oui, alors la décision sera rendue le 29 novembre. On a pu l'entendre tout à l'heure. D'abord, je voudrais rendre hommage à l'accusation. Il y a eu un procureur général et un avocat général qui ont donné une assez belle image de la magistrature, jusqu'aux réquisitions. Les réquisitions sont un peu surprenantes dans la mesure où le discours lui-même, sur le fond, de la part des deux accusateurs, est très dur et justifié selon eux. Ils considèrent que l'infraction commise par le garde des Sceaux est gravissime, et puis ils terminent par une réquisition, une sanction qui paraît très faible, tout de même très modérée. 1 an avec sursis. Alors je m'interroge, est-ce qu'ils ont été effrayés eux-mêmes par leur propre audace ? Ça peut arriver. Deuxième élément, est-ce qu'ils pensent qu'une sanction aussi modérée,
si il est coupable, entendons-nous, est de nature à persuader ces jurés de la CJR qu'ils pourront aller sans risque vers une sanction, ou bien est-ce qu'il se rapporte à un processus que j'ai bien connu comme avocat général, qui pouvait être une tendance d'avoir un discours dur et terminer par une sanction plus faible. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un peu étrange. Françoise Degois. Il y a une dichotomie entre l'accusation qui était très tranchée. Moi, j'aime beaucoup les accusations acérées. C'est pas des accusations justement de procureurs qui lavent tout le temps, mais c'était très intéressant, très argumenté, très charpenté. Ça finit un peu en eau de boudin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent désormais de la Cour de justice de la République? On l'a déjà dit et redit, tant qu'on n'aura pas réformé cette institution, moi je pense pas qu'il faille la supprimer, mais tant que des tiers jugeront des tiers et qu'on se jugera et qu'on s'auto-jugera entre nous, ça peut pas fonctionner. Sébastien Ménard. Ça peut pas fonctionner, mais en fait ça a quand même le mérite d'exister. On peut pas. On est souvent autour de cette table en train de dire que on tense la justice, on critique la magistrature et quelque part. Non mais si. On dit jamais je critique la magistrature. Mais pas toi, pas vous. Il n'y a pas que vous, Françoise. Je dis simplement. Non, mais je dis simplement qu'autour de cette table, on est souvent consterné par le fait que la magistrature est montrée du doigt, que la justice est décriée, etc., etc. Donc là, elle a le mérite d'exister. Voilà, dans sa forme actuelle. Est-ce que on peut aller plus loin, en faire plus, en faire moins, ou en tout cas faire autrement pour quelque part que ça soit un petit peu plus lisible aussi, on peut toujours faire mieux. Parce que moi qui ne suis pas un spécialiste, j'ai à peu près compris ce qu'on reprochait à Dupond-Moretti, j'ai à peu près compris l'axe de défense avec ses talents de tribun de Dupond-Moretti, et j'ai compris qu'effectivement la magistrature était droite dans ses bottes et qu'effectivement ça aboutit à cette proposition de jugement. Voilà, on verra bien, mais moi je suis plutôt progressiste dans ma tête en me disant que ça a au moins le mérite d'exister, cette Cour de justice de la République. Mais je voudrais poser une question. Il faut la réformer, bien sûr, ce serait bien de réformer le système. Philippe Bilger, si jamais il était condamné, mais même avec du sursis, est-ce qu'il pourrait rester garde des Sceaux pour vous? Eh bien, normalement, ça me semble évident. Elisabeth Borne a dit que s'il était condamné, il ne pourrait pas rester, mais aujourd'hui, je crains le pire. J'ai écrit quelque chose et j'avais formulé l'hypothèse que garder un garde des Sceaux condamné, ce serait doublement offenser la magistrature. Mais avec Emmanuel Macron, je ne suis plus sûr de rien sur le plan judiciaire. Surtout du pire, c'est ça? Oui, non, mais il déteste profondément les magistrats. Il les méprise. Et dire que j'osais dire cela de Nicolas Sarkozy, au moins chez lui, c'était plus net, clairement. Tandis qu'Emmanuel Macron, c'est une détestation soyeuse. Je déteste ça. Oui, mais la détestation de tous les contre-pouvoirs en réalité, à ce qui est le sien. Parce que si on va au bout de la logique, pourquoi est-ce qu'il déteste les syndicats? Pourquoi est-ce qu'il déteste la magistrature? Je ne suis pas certain qu'il déteste. Il est cynique, il s'en fiche complètement. Il n'y a jamais eu autant de ministres mis en examen dans son gouvernement, de proches, etc. Soyons sérieux 2 minutes, enfin. Allez, Françoise Degois, puisque vous avez la parole, justement sur vous dites que certains journalistes de l'AFP et du service public ont reçu des consignes de ne pas diffuser le film de Tsahal. Ouais, en tout cas de ne pas en faire d'édito. Il y a quelque chose, il y a un grand malaise qui monte au sein de l'AFP. On sent bien que l'agence France-Presse, les journalistes se rebellent, même si le PDG de l'agence France-Presse a été entendu en commission à l'Assemblée nationale. Il y a également des consignes, ça je le sais, par témoignage direct qui ont été donnés à des journalistes du service public. Alors c'est large, le service public, ça peut aller de France 3 à France 24 pour ne pas faire d'édito après. C'est pour ça que vous voyez un nombre incroyable de journalistes en réalité qui racontent sur leur fil Twitter, parce que les rédactions ont dit non, nous sommes dans la propagande de Tsahal. Donc comme c'est une propagande de Tsahal, vous ne pouvez pas utiliser. Par contre, faites des éditos sur le fait que nous subissons la propagande de Tsahal. Je trouve ça complètement délirant. Je trouve que le statut d'agressé à agresseur qui tourne avec des comment dirais-je, il ne s'agit absolument pas de nier ce qui se passe à Gaza, mais cette idée d'oublier totalement ce qui s'est passé le 7 octobre me sidère. Je vois pas ce que le journalisme est devenu et ça me fait beaucoup de peine. Que je comprenne bien, François, ça veut dire que les journalistes qui voient le film
n'ont pas le droit d'en parler. Absolument. C'est exactement ce qui s'est passé. La consigne a été, je peux vous le dire, au travers d'éditos. Non, la consigne a été de ne pas faire d'éditos sur. Ah d'accord, pardon, j'avais pas compris. Excusez-moi, Cécile. Sur le film. Et il y a 4 ou 5 journalistes auxquels c'est arrivé et qui réfléchissent aussi, parce que comment les SDJ, les sociétés de journalistes réagissent aussi. Ça rue dans les brancards à l'AFP, ça rue dans les brancards dans un certain nombre de rédactions de services publics. Ce n'est pas acceptable d'entendre ça. Sébastien Ménard. Ce n'est pas, pour le coup, je vais abonder modestement, Françoise, c'est pas sidérant, c'est hallucinant, c'est abominable, mais c'est aussi la petite musique qui se joue un petit peu partout. Je prends toujours l'exemple autour de moi, je discute avec mon fils ce week-end, et je lui dis, il y a un film là qui est en train de tourner avec des images qui sont des images GoPro, parce que tous les ados ont toujours des GoPro qui font du sport, etc. Ils se filment, voilà, ils passent leur journée à se filmer pour faire des réels sur Instagram, etc., etc. Et puis il y a des images de vidéosurveillance dans ce film-là. Et mon fils me dit, oui, mais il y a Gaza, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Oui, mais bon, il est petit. Non, il a 15 ans. Il a 15 ans. Et je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas lire l'article de Libération qui ne montre pas les images, mais qui commente ces 45 minutes de film. Il est extinso, je suis d'accord, il est très bien fait. Je l'ai donné à mon fils. Il a lu. Évidemment, il a gloussé un petit peu. Et je lui ai dit, maintenant, si tu veux voir, je vais te montrer. Je lui ai montré 2 extraits. L'idée n'était plus du tout à fait la même. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a un biais générationnel, il y a un biais intellectuel, il y a un biais politique, et tous ces biais sont en train quelque part de nier ce qui s'est passé. Voilà, le pogrom du 7 octobre, ce massacre, cette extermination de civils totalement innocents. Mais c'est ce qu'a dit Georges Bensoussan, l'historien. Il a dit ce matin qu'on avait inversé la victime et le coupable. C'est incroyable. J'ai tout à fait apprécié l'intervention. Mais on peut parler de Gaza sans être... mais voilà, mais bien sûr, mais vous comprenez, on est dans une espèce de folie qui fait que si vous... Essayez d'être juste, en fait. C'est très difficile de rester sur... Mais en même temps, la vie, c'est pas... Mais vous savez, c'est Godard qui disait, la vie, c'est pas 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour Hitler. Moi, je vois bien, chaque fois qu'on parle du Hamas, des peurs de se fâcher, vite le Gaza, et chaque fois qu'on parle de Gaza, vite le Hamas. C'est pas comme ça, c'est pas cet équilibre-là qu'il faut trouver. Merci beaucoup, Françoise de Gois. Dans un instant, la suite du tour de table de l'actu avec Sébastien Ménard. Et vous reviendrez sur ces rencontres de Saint-Denis qui auront lieu demain. 0826 300 300. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est encore en présence de nos vraies voix. Philippe Bilger est avec vous, Françoise de Gois, Sébastien Ménard pendant une petite demi-heure. Oui, en présence, puisque vous êtes en présence. C'est vrai. Ouais. C'est un plaisir. Normalement, quand je dis votre nom, vous devriez dire présent. Ah oui, on va dire présent. On se lève. Moi, monsieur, madame. Il y a quelques instants, c'était le tour de table de l'actu des vraies voix. Tour de latte. Oui, tour de latte. Sébastien Ménard. Demain ont lieu les rencontres à Saint-Denis organisées par Emmanuel Macron avec pas mal de défections. Et oui, donc les rencontres pour nos auditeurs, en fait, les rencontres de Saint-Denis, ça se déroule dans l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis. C'est le 2e rendez-vous et ça permet en fait à toutes les forces politiques de discuter ensemble avec le président de la République. Évidemment, ça fait pas plaisir à celles et ceux qui pensent que le président de la République ne fait que ça, que pour se donner en spectacle et que pour tenter de retourner, je dirais, ses interlocuteurs et ses contradicteurs. S'il réussit à le faire, tant mieux pour lui, grand bien lui fasse, c'est qu'il a ce talent-là. On l'a vu pendant le grand débat, on l'a vu un certain nombre de reprises. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, un certain nombre de tenors de la vie politique française qui sont en fait à la tête de mouvements politiques, donc on parle des Républicains, on parle du PS, on parle de LFI, qui préfèrent tenser le président de la République par médias interposés, ici, le matin, sur d'autres antennes, etc., plutôt que de venir débattre et passer une journée à travailler comme je leur reproche souvent. C'est-à-dire que ce que je vous dis, je suis finalement assez prévisible, parce que assez linéaire, c'est que
On a besoin de débat, on a besoin de travailler tous ensemble. Qu'on soit pas d'accord, c'est une chose, mais on ne peut pas fuir ses responsabilités. Et dans ces responsabilités, mais je vous entends glousser, Françoise. Non mais je rigole, comment vous pouvez débattre des bêtises? Pourquoi vous pouvez argumenter un truc pareil? Mais il s'agit quand on a l'occasion de s'approcher de lui, de le toucher, il s'agit de pas, respirer son air. ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils l'ont déjà fait, je dis quand on a, mais il faut le faire et le refaire encore. On peut pas comme vous se planquer derrière des arguments qui consistent à dire Marine Le Pen ne gagnera pas l'élection présidentielle parce qu'il y aura le Front républicain. Mais il s'agit pas de se planquer. Il faut travailler, il faut débattre. Macron, non mais attendez, je vais finir Françoise, merci. Je dis simplement ce que je regrette, c'est que quand on a l'occasion de quelque part de confronter ses idées, de tenser le président de la République en direct, il est préférable de le faire comme ça plutôt que de le faire de manière opportuniste par des voies médiatiques du quotidien. Bon, écoutez, je vais aller peut-être plus vite. Allez François. Sébastien, je ne suis pas d'accord avec vous pour 2-3 raisons. D'abord, ils ont l'expérience de la précédente rencontre qui a abouti à rien. Deuxième élément, est-ce qu'il faut considérer que le seul principe d'une rencontre apporte quelque chose? Je ne crois pas. C'est votre opinion. Non, bien sûr. Pardon, je la partage. C'est Françoise qui rigole et qui applaudit. Et dernier élément, Sébastien est là le plus sérieux, je pense. Est-ce que ça ne fait pas partie, ces rencontres de Saint-Denis, de ces simulacres qui ont donné l'impression, de la part d'Emmanuel Macron, de fuir tout ce qu'il y avait d'authentique dans la démocratie, les vrais débats, notamment à l'Assemblée. Mais vous pensez quoi? Moi j'ai fait des... Attendez, pardonnez-moi, je vais répondre. Moi j'ai fait des déplacements dans le cadre, en 2019, dans le cadre du grand débat avec le président de la République. Je peux vous assurer que quand il rentrait dans des salles totalement hostiles, avec parfois 250 élus locaux, totalement hostiles, les gens n'étaient pas obligés de rester 5, 6 ou 7 heures avec lui. Voilà, il répondait à toutes les questions sans filtre et sans fiche. Mais ça, c'est la réalité. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Il a du talent et de la mémoire. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça avec ses différents prédécesseurs. C'est son quart d'heure. Mais c'est son quart d'heure. Mais moi, je veux bien. Écoutez, déjà, ils ont donné, ils ont tous allé à Confesse, ils sont tous allés à Canossa. Il y a 1 mois et demi, tout le monde a fait l'effort. C'est 7 heures de Macron en logoré. Ce n'est pas la thaumaturgie que vous allez nous raconter. Écoute-moi, c'est 7 heures de Macron en logoré. Ces gens-là ne sont d'accord sur rien avec lui. C'est évidemment de la communication. Le président, il a d'autres moyens d'apporter la concorde civile que ces simulacres, je te le redis. Troisièmement, si tu veux vraiment écouter ton opposition, t'arrêtes d'enchaîner 17-49-3 sur tout sujet. T'arrêtes de écraser la figure des syndicats. C'est constitutionnel, le 49-3. T'arrêtes d'écraser la figure des syndicats. Tu fais pas des bras d'honneur aux syndicats depuis 7 ans. Tu donnes du gré à emboudre, comme disait notre vieux Bergeron ou Edmond Maire, je ne me souviens plus. André Bergeron. Donc la réalité, si tu veux, tout ça, c'est encore, comme toujours, la perversion d'Emmanuel Macron. Mais arrêtez, c'est facile, c'est facile. Ce qui est facile, c'est de dire... Argumentez plutôt que de me parler de perversion et de Front républicain. Allez-y, argumentez, trouvez des idées, travaillez un petit peu. Mais parce que vous bossez, vous faites du vent toute la journée, sans déconner. Un jour, vous vendez de la bouffe, un jour, vous dirigez un club de basket. C'est le mec qui va m'expliquer à moi qu'il faut bosser. Arrête, t'es un ventilateur. Moi, je te dis que... Et d'ailleurs, tu aimes un ventilateur qui est Emmanuel Macron. Ce type, c'est une éolienne géante. Il nous amène à Saint-Denis. Regardez, c'est merveilleux. Et vous passez de Mélenchon à je ne sais pas qui, d'ailleurs. Vous avez perdu, ça y est. Mais moi, je m'en fiche complètement. Moi, je suis cohérente avec moi-même. Je bosse et je parle des sujets que je connais. On va vous filer une boussole. Non, mais je vous dis... Vous avez perdu le Nord, Françoise. Non, mais j'ai pas perdu le Nord. Vous défendez l'indéfendable. Vous savez très bien que ça sert à... Vous l'avez fait avant moi, vous savez très bien. Non, jamais j'ai fait ça. En revanche, s'il y en a un qui avec les ventilateurs, peut nous avoir de l'énergie moins chère, ça nous arrange. Oui, c'est ça. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette thématique, la Commission européenne qui a prolongé l'autorisation du glyphosate pour les 10 prochaines années. On en parle dans un instant. Jean-François Lamassé est avec nous, administrateur à l'Association Générale des producteurs du blé français. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que la France est-elle ambiguë sur le glyphosate? Très ambiguë. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que, je vais vous dire, mettez-vous à notre place. On nous dit il n'y aura pas de suppression sans un produit de substitution. Donc, ça c'était au mois de mars-avril au Salon d'agriculture.
Donc on fait confiance au gouvernement quand même. À la base, c'est eux qui tirent une ligne de direction. On va en parler. Voilà. On va en parler dans quelques instants, Jean-François Lamassé. Restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degoa, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu réagir quand vous voulez, ça tombe bien puisque c'est le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. On attend les derniers éléments de proposition de l'Union européenne. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de raison que le vote change. On a regardé aussi s'il y avait des alternatives. On a constaté d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'alternative. Il n'y a aucun pays européen qui se passe du glyphosate. Et par contre, il y a un seul pays européen qui a réduit l'utilisation du glyphosate. C'était Marc Fesneau, puisque la France, qui pèse lourd au sein des institutions européennes, s'est abstenue lors du vote sur l'autorisation du glyphosate jusqu'en 2033, jugé cancérigène probable par l'OMS au lieu d'une interdiction. Paris plaide pour encadrer plus strictement les usages de cet herbicide, Philippe. Et pourquoi la France s'est-elle abstenue au lieu de choisir le oui ou le non? Est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative au glyphosate? La France, est-ce qu'elle est ambiguë sur le glyphosate? On a posé la question, est-ce qu'un usage raisonné du glyphosate peut être indolore pour la santé? Vous avez des idées? Vous utilisez du glyphosate? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question sur Twitter, reconduction pour 10 ans du glyphosate, la France s'est abstenue. Elle a bien fait pour 16%, elle aurait dû voter pour 18%, elle aurait dû voter contre pour 66%. Alors forcément, on a un expert sur ce sujet, Jean-François Lamassé, qui est avec nous, administrateur à l'Association Générale des Producteurs de Blé Français. Vous restez avec nous. Bonsoir Jean-François Lamassé, merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Bilger, la situation et la position de la France est ambiguë. Oui, le hasard, Cécile Philippe, c'est que ce matin, ça va être des évidences pour mes amis chroniqueurs, mais j'ai écouté un Hugo Clément que j'ai trouvé limpide et très clair. Il a expliqué ce qui est su par beaucoup de gens, mais que j'ignorais, c'est que l'Union européenne décide parce qu'elle écoute, elle est soumise à la pression d'industriels, alors que les experts qui savent, eux, n'ont pas voix au chapitre. Et ça explique pourquoi parfois des décisions qui sont totalement discutables sont prises, puisqu'on écoute les industriels qui sont intéressés à la chose, mais on laisse de côté les experts. Et je me demande si ça n'est pas l'explication. La France, en s'abstenant, elle n'est pas complètement irrationnelle, au moins. Il y a 9000 lobbyistes salariés accrédités chaque année à la Commission européenne, d'accord? Dedans, bien sûr, ils ont carrément un immeuble. Et puis ils viennent, ils sont vraiment salariés, ils sont accrédités, donc ils ont table ouverte. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont dépensés en opérations de communication et en opérations, de relations publiques là-dessus. Bien sûr qu'on peut pas en reprendre pour 10 ans, et malheureusement, on va en reprendre pour 10 ans. J'entends à chaque fois qu'on dit il n'y a pas d'alternative. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vous expliquent que si, d'abord avant le glyphosate, on fonctionnait sans le glyphosate. Il y a le débroussaillage mécanique, il y a le relais cropping, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Il reste effectivement des alternatives, mais qui ne rentrent pas tout à fait dans le schéma productiviste. Voilà, la PAC, elle a été créée pour donner à manger à tout le monde et pour qu'on ait une... Mais ça, c'est dans les années 60. C'est-à-dire qu'on n'a jamais changé ce modèle de productivisme qui abîme tout le monde, y compris les agriculteurs. Le glyphosate, c'est mortel pour les agriculteurs. Le glyphosate, c'est le Roundup qui est de retour dans les jardins, qui donne des cancers. On ne les écoute pas. Et évidemment, comme toujours, la fourberie de Scapin d'Emmanuel Macron, le grand merveilleux, l'homme qui a une colonne vertébrale et qui convainc tout le monde et qui est exceptionnel. Emmanuel Macron, en 2017, il s'engage à supprimer le glyphosate en 2020. Il serait engagé, non, finalement. Oui, alors, le jour où, est-ce que quelqu'un parle de Macron ici? Personne, bien sûr. Donc, il n'est pas fiable, la France n'est pas fiable, et pour moi, je trouve ça très dur comme décision. Sébastien Ménard. Moi, je vais être un petit peu plus terre à terre. Je ne vais pas parler des lobbyistes, je ne vais pas parler d'Emmanuel Macron, je vais parler d'un ami au Pays Basque dont c'est le métier, s'occuper de la terre. Il s'appelle Beniat, il se reconnaîtra, il nous écoute. Il m'a enseigné et partagé un certain nombre de choses. En fait, la question n'est pas de savoir si on peut se passer ou pas du glyphosate. Voilà. En tout cas, on pourrait en l'utiliser beaucoup moins si on avait une utilisation, je dirais, et une gestion vertueuse de la biodiversité. Je m'explique.
voyez, par exemple, dans une région comme le Pays Basque, on a énormément de plantes invasives qui viennent d'Amérique latine, etc. Alors, on n'est pas capable de les enlever. Donc, comme on n'est pas capable de les enlever, naturellement, quelque part, vous avez tout un microcosme, toute une microbiote, etc., qui ne disparaît pas à cause du glyphosate, mais qui disparaît parce que des espèces invasives empêchent, je dirais, toute cette biodiversité dont parle François, ce qui permet quelque part une agriculture raisonnée. L'agroécologie, oui. Et l'agriculture raisonnée, elle n'est pas nécessairement contre-productiviste, voyez. Sauf qu'on va toujours chercher la facilité. On va toujours chercher la facilité. On va toujours finalement quelque part se détourner des vrais problèmes. Si on respectait nos écosystèmes, si on respectait, je dirais, nos traditions. Vous auriez voté non, vous, si vous étiez parlementaire européen. J'aurais voté non. Voilà, vous auriez voté non. Voilà. Si vous étiez parlementaire. Allez. Jean-François Lamassé est avec nous, administrateur à l'Association Générale des Producteurs de Blé Français, qui forcément a un avis plutôt averti. Jean-François Lamassé. Mais moi, je suis surpris de ce que vous dites, parce que c'est des gens, ça c'est vu de Paris depuis les bureaux, quoi. Non. Attendez, laissez-le parler. Simplement. Non, mais moi je vais vous donner une question très simple. Pourquoi, d'après vous, on désherbe? C'est pas pour faire jouer dans le champ, hein. Parce qu'à chaque fois, ça nous coûte des grosses sommes, hein. Quand on sort un tracteur, c'est entre 35 et 45 litres de gazole à l'heure. Hein. Oui, le glyphosate, c'est 20 euros. Laissez-le parler. Non, mais Madame Delvoye, je vous dis un truc. Je vous écoute souvent, mais moi, je vais vous dire quelque chose, Madame Delvoye. On parle du glyphosate. Du problème. Moi, je vous invite chez moi à venir au moment des fongicides, au moment des traitements, pour que vous découvriez ce que c'est l'agriculture. Parce que vous parlez depuis Paris, là. Écoutez, vous arrêtez, je suis dans les Pyrénées, mais vous ne pouvez pas avoir ce genre d'argument. Laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir. Moi, je vais écouter, laissez-moi finir. Allez-y. Je vais expliquer quelque chose très simple. Bon, aujourd'hui, pourquoi on désherbe? C'est pour la santé des Français. Aujourd'hui, on a des plantes comme l'ambroisie, comme le datura, comme le santium, qui sont des plantes toxiques qu'on n'arrive plus à tuer. D'accord? Aujourd'hui, avec ce qui est tombé dans les champs, là, chez nous, alors, au Pas-de-Calais, je n'imagine même pas. Mais déjà, chez nous, on a plus de entre 180 et 230 mm dans les endroits. On va toujours arriver à passer pour semer. D'accord? Tout juste arriver à passer pour semer. Les champs qui ont, parce qu'en plus, cette année, on a eu une année très sèche pendant un moment, donc, les mauvaises herbes n'ont pas germé. Donc, il n'y a pas de moyen mécanique. Comme vous pensez là, les binages, les trucs, ça c'est bon dans le jardin chez vous. Non, le débroussaillage mécanique, il y a beaucoup de... Quand on commence à produire du blé, madame, quand on commence à produire du blé, il faut des moyens techniques rapides et efficaces. Surtout qu'en plus, de nos jours, on a des gros problèmes de météo. Donc, aujourd'hui, pour tuer toutes ces plantes hyper toxiques, pour donner un exemple, une plante adulte de datura peut arriver à tuer une vache. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Allez en bord de ville et vous allez voir tous les problèmes d'ambroisie. Allez dans les hôpitaux, allez voir tous les gosses qui ont des problèmes. De respiratoire à cause de l'ambroisie. Et il n'y a pas de problème, avec le glyphosate. Nous, les agriculteurs, on est prêts à arrêter le glyphosate. Moi, si demain vous avez un produit de substitution, on l'arrête. C'est des méthodes de substitution, monsieur. Non, mais moi, j'entends ce que vous dites, je connais par cœur cet argument. Mais je le connais, cet argument, mais je le comprends très bien. À un moment donné, on n'a plus le choix. En matière d'argent. Quand on emploie du glyphosate, madame, c'est exactement, comment vous dire, comme si demain, on vous enlève votre portable. Vous allez voir si vous allez réussir à travailler. Mais non, mais je ne suis pas d'accord du tout avec ça. On appelle au 0826 Le glyphosate aujourd'hui, je vais vous faire très simple. Aujourd'hui, c'est un peu comme le Doliprane. Quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus en avoir, tout le monde était bien embêté. Non, c'est pas... Restez avec nous. Les agriculteurs, madame, laissez-moi parler. Il ne faut pas vous nous bloquer la discussion. Aujourd'hui, les agriculteurs, on n'est pas à 100% sur le glyphosate. Nous, si demain, on a un produit pour le remplacer, on le remplace. Absolument. Il n'y a pas de souci. Mais Jean-François Lamassé, ça appelle au 0826 300 300, c'est un agriculteur d'ailleurs. Jean-Paul, qui nous appelle de Pau. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir tout le monde. Salut. On vous écoute. Un palois. Donc c'est un sujet très chaud, je trouve. Très chaud. Le glyphosate, pour moi, c'est pas le glyphosate le problème. C'est que aujourd'hui, c'est les sols qui se détraquent. Je m'explique. Plus vous travaillez un sol, et plus il se détraque parce que vous mangez de la matière organique. C'est pas le glyphosate le problème. Le glyphosate, on en met 500 grammes l'hectare, c'est-à-dire sur 10 000 mètres carrés, alors qu'on reçoit des produits OGM extérieurs de l'Europe, qui eux prennent 15 litres de Roundup
pour finir faire mûrir les cultures. Nous, on met 500 grammes sur 10 000 mètres carrés en interculture, c'est-à-dire avant de semer la culture. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Et ce glyphosate nous permet de travailler moins les sols, donc de les enrichir. Parce qu'aujourd'hui, le sol est dégradé par le travail du sol, par la perte de matière organique, et le seul moyen de refaire monter sur toute la matière organique, c'est de mettre des plantes pendant l'hiver qui vont décomposter le sol pendant l'hiver, ou qui vont restituer la matière organique. Et pour tuer cette plante que l'on met pendant l'hiver, qui s'appelle les engrais verts, on est presque obligé de mettre 500 grammes de glyphosate. Mais ce glyphosate, il est avant la culture, il n'est pas pendant la culture. Bien sûr. C'est ça la grosse différence. Bien sûr. C'est ça. Et les sols aujourd'hui, on est dans un système où il faut les travailler le moins possible. On appelle ça le semi-direct, c'est-à-dire que vous ne travaillez plus le sol, vous ne faites que semer, soit l'engrais vert, soit la culture qu'on va récolter. C'est ça l'avenir. C'est remettre la matière organique dans les sols, il y aura moins d'érosion, il y aura moins de fossés de bouchers, des routes inondées quand il y a des grosses pluies. Mais vous croyez... Non, on a plus le temps. C'est dommage, on a plus le temps. l'interroger sur les nouvelles méthodes. Merci beaucoup, Jean-Paul, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jean-François Lamassé. Pardon, on a très peu de temps, mais vous étiez... quelque chose vite fait. Vite. 20 secondes. C'est qu'en France comme ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. Bon, quand vous avez des industriels d'agroalimentaire qui manquent de produits, des produits du Canada, par exemple le blé dur, et qui est hyper glyphosaté. Quand vous achetez des pâtes Barilla, quand Barilla en Italie manque de blé, vous croyez qu'ils se posent la question? Oui. Mais si, c'est un débat en Italie aussi. Mais c'est un débat en Italie aussi. On ne pourra pas laver plus blanc que blanc. Merci mille fois, Jean-François Lamassé, d'avoir été avec nous. Merci Françoise Degois, merci Philippe Bilger. Merci Sébastien Ménard. Dans un instant, le Crédit Agricole Consumer France s'organise pour devenir le leader de la mobilité verte en Europe. Stéphane Priami, directeur général adjoint du Crédit Agricole et directeur général de Crédit Agricole Consumer, sera avec nous devant la presse. C'est dans quelques instants. À tout de suite.